Chaque année, Madagascar voit disparaître 100 000 hectares de ses forêts. C'est l'équivalent de 400 terrains de foot par jour. Et depuis le début des années 2000, c'est 5 millions d'hectares qui se sont effacés, soit 7 millions de terrains de foot, qui, si on les met bout à bout, j'ai fait le calcul, représentent à peu près 2 fois la distance pour aller jusqu'à la Lune. Et je ne parle que de Madagascar, l'un des plus grands hotspots de biodiversité au monde. Un haut lieu du vivant, un trésor sans équivalent, où 9 espèces sur 10 ne vivent qu'ici, et qui voit chaque jour un peu plus être grignoté, ce qui a mis des millénaires à se construire. En cause, le trafic de bois et autres extractions illégales, la production de charbon, la culture sur brûlis ou encore l'élevage. Mais ces constats alarmistes ne datent pas d'hier. Et en réponse, combien de grands projets ont promis d'y parer? Combien de financements levés? Combien de millions annoncés? Pour des résultats qui laissent parfois à désirer, ou en tout cas qui sont très difficiles à tracer. Alors, quand j'ai entendu parler de cette pépite, les amis, je me suis dit que je devais aller les rencontrer et vous raconter. Pour vous mettre directement dans le bain, je vous invite à venir avec moi là, juste ici, à Ambatsrongrong. Vous ne situez pas? C'est à une trentaine de kilomètres de Tolagnar, au sud-est de Madagascar. À environ 1000 km de la capitale, donc 1h30 en avion ou 3 jours en voiture, c'est vous qui voyez. En tout cas, c'est là qu'opère cette pépite. Je veux vous parler de TBSE, Tropical Biodiversity Social Enterprise, une entreprise pas comme les autres qui incarne un modèle de réussite en restauration écologique. Et loin de tout bullshit, avec des résultats tangibles, leur méthode est ancrée dans leur territoire. Et la R&D, elle ne se joue pas vraiment dans les laboratoires, mais plutôt au cœur du terroir. Alors les amis, laissez-moi vous raconter ce récit d'espoir où des chercheurs malgaches réinventent l'histoire. Commençons depuis le début. Lui, c'est Jean-Baptiste, l'un des 4 cofondateurs de TBSE. Parce que oui, ils étaient 4 à l'origine. 4 chercheurs, des vrais, du genre de ceux qui publient des articles scientifiques, qui collaborent avec des universités du monde entier. Jean-Baptiste, lui, il a même contribué à poser les bases du Net Positive Impact, ce cadre mondial qui définit comment une entreprise peut rendre à la nature plus qu'elle ne lui prend. Je suis auteur de plusieurs livres qui donnent de recommandations aux compagnies, à la compagnie minière d'assurer que la biodiversité sera conservée. Un exemple, c'est le Net Positive Impact. C'est écrit par les employés de QMM, notamment moi, et IUCN. IUCN, c'est un comité international pour la conservation de la nature. Je ne sais pas si vous prenez la mesure de ce qu'il vient de dire, mais oui, des chercheurs malgaches à Fort-Dauphin ont contribué activement et directement à la mise en place de cadres utilisés mondialement. Le Net Positive Impact, c'est un concept que vous pouvez retrouver dans les conditions de prêt de la Banque mondiale ou encore même dans le droit britannique. Et donc ça a été écrit avec l'IUCN. Pour ceux qui naviguent un peu dans le monde de la conservation environnementale, vous savez que c'est la référence pour tout ce qui est biodiversité. C'est eux, par exemple, qui tiennent le listing de classification des espèces en danger, en voie de disparition, etc. Donc l'impact, il est juste énorme. Donc, vous l'aurez compris, ce sont des grosses têtes, comme on dit, et pas n'importe lesquelles. Donc ces 4 cofondateurs se rencontrent tous chez QMM, l'entreprise minière qui est implantée à Fort-Dauphin depuis de nombreuses années. En 2016, il y a une réorganisation interne de la mine, ce qui crée finalement une opportunité. Le département biodiversité de QMM se réunit et nos 4 chercheurs, tous écologistes, décident de franchir le pas et de créer une entreprise sociale. L'idée, c'est de créer notre propre entreprise et travailler pas seulement pour QMM, mais aussi pour d'autres partenaires en dehors de la société minière. Parce que nous sommes des environnementalistes, des biologistes et des écologistes. Notre mission, surtout actuellement, c'est de préserver la nature.
de restaurer les forêts naturelles ou les écosystèmes naturels en impliquant tous les partenaires et aussi toutes les parties prenantes, la communauté locale, les autorités locales, les chercheurs, en développant des initiatives pour améliorer les revenus autour de ces aires protégées. Pendant les 3 premières années, QMM reste leur premier client. Et puis en 2020, le monde s'arrête. Covid. QMM ne renouvelle pas tout de suite leur contrat, donc nos chercheurs se retrouvent dans l'impasse et c'est là que tout commence vraiment. C'est là qu'entre en scène Ecosia. Vous le savez peut-être, Ecosia, c'est le moteur de recherche qui plante des arbres grâce aux revenus générés par les annonceurs en ligne. Ce que vous savez peut-être moins, c'est qu'ils ont un processus de sélection très rigoureux. On a fait la restauration écologique à Mandé, on a 20 ans d'expérience. On a fait beaucoup de recherches parce que j'ai dit que nous sommes des chercheurs sur la restauration écologique, mais aussi sur la biodiversité. C'est à ce moment-là, en 2020, qu'on a essayé de trouver des partenaires pour la conservation de la forêt d'Ambatsuruburungu. On va créer des corridors entre les différents fragments. Et c'était un des membres de l'Université d'Hambourg qui fait la connexion entre TBCE et Ecosia. Je viens très bien. C'est un peu, pour moi, c'est un peu difficile de résumer en 5 minutes qu'est-ce que TBCE a fait auprès de le haut responsable d'Ecosia, mais je le fais. Et puis après, avec mes collègues, pour nous donner comme bonne référence nos expériences en restauration. Et c'est très rare de voir un contrat d'une année avec une certaine somme de 250 000 €. Il a dit que normalement ça commence avec 50 000, mais il a dit on a confiance à vous. Et il était ici la deuxième année. C'est-à-dire que le 2022, mais la première année c'est 2021. On a commencé l'opération. En une année, on essaie de mettre toutes les infrastructures, les pépinières pour produire 1 million de plantules. C'est beaucoup de travail parce qu'il n'y a rien comme infrastructure. Et ils étaient venus ici pour voir ce qu'on fait en 2022. Et puis après, il y a une négociation de prochain contrat. Et c'est à ce moment-là qu'il annonce que TBCE est éligible pour le contrat de 20 ans. Ah, ça c'est... Après 1 an seulement. Après 1 an de visite, il a visité ici, il a vu tous les contextes, la difficulté, mais aussi l'avancement de TBCE par rapport à un laps de temps très limité. Donc il y a une négociation. Donc c'était en novembre 2022. Ils ont répondu que vous êtes éligible, donc il y a quelques critères à remplir si vous êtes intéressé d'un contrat à long terme de 20 ans. Donc on a essayé de suivre tous les critères, de répondre à toutes les questions et on a signé le contrat en 2022 pour 20 ans de restauration. 20 ans. Normalement, il faut des années avant d'y accéder. TBSE l'a fait en 12 mois. Donc l'objectif ici est de recréer des corridors pour relier les bouts de forêt d'Ambatsuruburungu. Et cette forêt, elle n'est pas n'importe où. Elle est même bien perchée et je l'ai bien senti dans mes jambes. Je suis Colette, je suis la gestionnaire de la station Manitacha et du centre LAF. Elodie, je suis l'assistante de programme en conservation et relations communautaires. Je suis Asna, assistante en assurance qualité du projet Ambatsuruburungu. Je suis Touvnaï, technicien suivi recherche innovation en restauration écologique. Je suis Touvissene Bobo. Oui. Mia Tungamana, policinala Ambatsuruburungu. Jean-Fidèle, président de l'Intoudam. Je m'appelle Marcelin, responsable de la sécurité, santé, qualité et environnement au sein de la compagnie TBC. Merci. Donc on va avec toute cette petite équipe sur le centre de Manitacha. Et on nous disait que
les paysans là, qui montent la montagne. Ils ont sur leur dos 40-45 kilos de charge. Donc on va pas se plaindre. On va y aller. Je disais, là, on voit les deux principaux challenges pour la protection de l'aire protégée, du coup, le feu et les ébus. Là, on n'est pas encore dans la zone de l'aire protégée, mais on n'est pas loin. Mais justement, on n'est pas loin. Bienvenue à la station de recherche Manitac. Et nous avons des chercheurs principalement d'origine parce qu'on travaille avec l'université d'Oxford et tout ça. Les chercheurs qui viennent ici sont des chercheurs allemands et des étudiants. Ils arrivent ici, ils restent pour 3 mois, 4 mois et tout ça. Et eux, ils travaillent avec des personnels compétents parce que nous avons ces gens aussi avec lesquels ils travaillent pour étudier la vie des lémuriens, les lémuriens et les plantes et aussi les grenouilles. TBSE s'occupe d'organiser un peu la logistique, donc il y a quelques petites infrastructures, des tentes et un gîte. Et donc c'est là que se trouvent les chercheurs. Mais une fois à cette station, on n'est pas encore tout à fait là-haut. Alors nous, on va encore monter un peu pour voir une des pépinières. Et on va, là où on va, c'est 400. Là-haut, c'est 400 mètres. Ok. Oui, donc là, on est dans la zone, une première zone déjà à restaurer. Donc c'est la restauration classique, la restauration active. On a les trous déjà là. On va mettre en terre les plantules qu'on va trouver dans la pépinière en face. Donc ils ont dispersé à divers endroits sur la montagne ces pépinières au plus proche des sites finaux de plantation. Et c'est ce que Jean-Baptiste m'expliquait en bas de la montagne. La production c'est moins cher ici parce que c'est accessible. Mais le transport de jeunes plants jusque-là, ça coûte des millions d'arrières. Donc on essayait de réduire ça et on a créé des pépinières partout sur la montagne. Et ici, nous sommes directement dans les pépinières, l'un des pépinières des TBC concernant la restauration des plantations des arbres. Le TBC produire des plantes, 1 million d'arbres par an plantés ici pour relier les fragments des forêts comme Bimanassa et Lavassou et Ambatsurungrung. C'est déjà 3 mois ça. Une plate-bande, il y a environ de 1000 à 1200 pots, plantules. Et ces plantules-là, donc ils ont 3 mois à peu près. Et c'est à peu près au bout de combien de mois que vous pouvez les planter? Ça dépend des longueurs. Et nous pouvons planter là si elles atteignent des 20 à 25 cm. D'accord. Et ça met à peu près combien de temps pour atteindre les 25 cm? 5 mois à 6 mois. 5 à 6 mois. Au début, nous avons fait la technique traditionnelle. On produit des jeunes plants sur pépinière, on plante directement sur l'endroit, mais ça fonctionne, mais le résultat était faible. Et après, on a cherché des nouvelles techniques. On a adopté d'autres techniques maintenant pour trouver la bonne performance et le bon taux de réussite, taux de survie des jeunes plants. On a eu de problèmes de taux de survie en 2021, surtout 2022. Donc on améliore, on fait la recherche. Il y a des problèmes, donc on fait la recherche de trouver des solutions. Donc TBSE a un slogan de « on n'abandonne jamais ». Donc pour répondre à ce problème de taux de survie insuffisant, TBSE, avec ses chercheurs et ses techniciens de terrain, ils ont trouvé et testé une solution innovante qu'on appelle Foxhole. Ils ont lancé les expérimentations il y a quelques mois et c'est un truc assez impressionnant, mais qui semble porter ses fruits. Un type de plantation, de restauration sur un cercle de 10 mètres de diamètre, mais l'idée c'est d'essayer de capturer l'eau pendant la saison de pluie. Ça va améliorer la régénération, la germination des graines.
Et c'est une analyse en fonction de budget, de dépenses et aussi d'efficacité. Voilà les foxholes. On a vu qu'il y a 6 espèces là-dedans, comme les cajaniches. Ça, c'est les cajaniches ou ambate. Et ça, c'est les racaraka ou mimosal. On a fait ça pour la fertilité des sols. On a planté 720 graines. Les 50% c'est les darbegia. On a fait les darbegia parce que les darbegia c'est facile à survivre dans cette zone. Et aussi, on a suivi les protocoles aussi. Parce que on a créé cette foxhole avec 4 personnes, que c'est que vous dites. Et il y a des entrées d'eau à haut, 1 mètre. On a fait ça 1 mètre pour éviter l'érosion. Parce que si je dépasse les 1 mètre, l'érosion c'est sur les bordures, jusque là, ça c'est 50 cm. Et là, jusque là, en bas, 70 cm. On a fait ça parce que pour retenir les pressions d'eau. Une fois que on a mis les semis, couvrez tout ça, les paillages, pour refroidir le sol et capter l'humidité. Les parfait pour limiter l'effet. Et on a fait ça 1 mètre. Parce que s'il y a un accident, l'effet ne peut pas. Par rapport aux gibiers aussi, s'il est grand, le gibier ne peut pas pénétrer dedans des foxholes. Il se forme des clôtures. Une des raisons on a planté ces racaracas parce qu'elles sont des plantes épineuses. Ouais. Et ça protège pour que les ébis n'y pénètrent pas. Ouais, en haut des foxholes. On fait les motopompes pour arroser d'en haut. Ok, mais aujourd'hui c'est à la force des bras. Ouais. Et la communauté qui avec ramène les arrosoirs. Oui, oui. Wow. Pour 3 jours. Si on arrose cette foxhole, après 3 jours, on retourne dans les foxholes. D'accord, donc 600 litres. Ouais, 600 litres tous les 3 jours. Parce que on a pensé que combien de centimètres d'épaisseur qu'on a. Et si on remarque, on a fait le suivi et après 3 jours, il est tout sèche. On arrose encore. Arrosé 2 fois. Première fois, c'est juste le paillage. Si on vérifie, on n'est pas encore mouillé. Et deuxième fois, tout est mouillé. Ça, c'est compté 600 litres d'eau. Ici, c'est la chien foxhole et tout est plus grand que là. Et donc on favorise un peu plus. Ouais. D'accord. Trop de travail, mais ça c'est pour les taranaka, tu sais, les descendants. Ouais. Vous faites ça pour l'avenir. Ouais. On est très près. Il y a le foxhole et il y a la forêt juste à côté. On est à quelques mètres. Tout ça, c'est vraiment des réponses du terrain, de la recherche de l'équipe locale qui adapte aussi des techniques d'ailleurs, avec toujours une belle coopération avec les habitants des environs, qu'on appelle communauté locale. J'aime pas tellement ce terme, mais appelons-les comme ils sont appelés partout. Une autre de ces innovations en réponse pour parer à ce problème de taux de survie, c'est de travailler comme avec des boutures. Donc pour sauter en fait l'étape de production des plants et leur administrer, disons, un certain breuvage. Bon, le terme il est plus poétique que technique, mais écoutons les explications de notre technicien. Ça c'est 15 cm, il y a 30 cm, il y a 45 cm et on a fait du trempage autre pareil. Il y a des traitements comme traiter avec les Moringa oleifera. On a mis dans les cuvettes avec de l'eau et avec des Moringa oleifera. Et on met là dedans avant de cultiver dans le pot. Depuis, il y a de 40 heures, 24 heures, et 48 heures et 72 heures. Et maintenant, on voit les résultats. Quand on fait la boutique, on utilise aussi les aloés. Parce que les aloés, il y a mer.
C'est facilement pour les aloés d'éliminer les microbes qui empêchent des germinations des racines depuis la bouture. Ouais. C'est comme ça qu'on doit utiliser les moringa oléifera mélangés avec des aloés comme les aloés du varicata par exemple. Pour les boutures, il faut bien choisir les espèces qu'on peut planter par des techniques de bouturage, mais ce n'est pas n'importe quelle espèce qu'on peut utiliser ces techniques-là. Il faut faire attention avec ça. Ne trouvez-vous pas ça incroyable? Donc pour moi, c'est une vraie intelligence du terrain qui, à travers la recherche de choses simples, propose des solutions efficaces. Un peu d'observation de ce que les intrants chimiques font dans le cas classique. Ils se disent, tiens, ça c'est pour donner un peu de vitamines à mes boutures. Qu'est-ce que j'ai autour de moi qui en aurait naturellement? Et le moringa, bah pourquoi pas? Parce que ça contient beaucoup de vitamines. Donc ils testent et c'est la même chose pour l'aloe vera. L'insight de base, c'est que les intrants chimiques, dans le cas classique pour booster les boutures, il y a des éléments antibactériens. Et l'aloe vera fait partie de ces plantes qui sont présentes facilement à Madagascar et qui possèdent ces mêmes propriétés antibactériennes. Et puis ils testent ça bien avec des protocoles qu'ils ajustent jusqu'à trouver la bonne formule. Et personnellement, je trouve ça incroyable. Mais l'innovation n'est pas que dans la botanique, elle est aussi dans la logistique. Un des éléments très cher aussi, c'est le pot plastique. C'est environ 100 rials. 100 rials fois 1 million, ça veut dire c'est 100 millions de rials. Est-ce qu'on peut éliminer le pot plastique? Et ça, c'est la recherche. Donc, on est en train de faire la recherche directe, avec des semi-directs, sur une sorte de désherboir. Donc, on attend que les plantules s'arrivent à ce stade-là, de 25 cm, 30 cm, et puis enlève et transporter directement dans le site de plantation, sans pot. Ça me met du baume au cœur de voir qu'il existe en ce monde de bonnes nouvelles porteuses d'espoir et que ça n'a pas à être ultra tech pour apporter des solutions. Et mon côté chauvin est encore plus fier de voir que c'est à Mada et par des Malgaches que se passent tous ces résultats, qui en plus sont validés par des experts mondiaux dans le domaine. Alors attention, je ne minimise pas l'apport des étrangers, qui viennent aussi apporter beaucoup de choses, mais TBSE se place réellement en interlocuteur à la hauteur, je dirais. C'est un vrai échange d'égal à égal. D'ailleurs, en parlant de ça, un mot sur ces chercheurs qui viennent d'un peu partout. Même avant d'être TBC, on avait des partenaires de recherche, des universitaires. L'idée, c'est-à-dire que ce sont nos anciens partenaires scientifiques. Il y a des nouveaux, comme Kolonju, mais c'est surtout les anciens partenaires scientifiques. C'est on peut dire une valeur ajoutée importante qu'ils amènent ici, la connaissance de toute la région en termes de biodiversité. Bénéfice particulier aussi pour TBC parce que ça va améliorer la connaissance des différents partenaires dans le monde de TBC. Donc notre crédibilité augmente de petit à petit, quoi. Parmi ces autres interlocuteurs, il y a la communauté locale, comme on les appelle. Parce que comme Jean-Baptiste le disait, le positionnement de TBSE, c'est précisément d'être un pont entre tous ces mondes. Les scientifiques, les industriels, les communautés locales, les bailleurs. Donc parlons un peu plus de ces communautés locales. Alors, il faut savoir que la surface d'Ambatsrongrung touche 14 fuktan. Et chacune de ces fuktan possède un VOI ou Funjunula Ifuten, ou bien les communautés de base. C'est comme une organisation communautaire qui va venir responsabiliser toutes les personnes au-delà de 18 ans à contribuer à la gestion de l'aire protégée Ambatsrongrung. Il y a ce qu'on appelle le COGE, qui est le comité de gestion qui regroupe les 14 VOI. C'est donc le comité qui va être à la tête des 14 VOI et qui va être représentatif de chacune de ces zones-là dans la gestion de l'aire protégée. de président izy manao anahy itadia volo roapolo zahay na folo fa hanao foky sôly de zahay amizay zany
miay mipalia le olo de telefony anay amizay izy hoe fa hitanao va le président le olo fa hitako zao de ampiakaro amidy antsalaka amizao ireo fa hiasa. Ny Ambatsorongorongo 1000 hektara no ambenanay polisinala 250 avy amin'ny fokotany enina. Ce que je retiens de tout ça, c'est que TBSE a une réelle capacité, un vrai savoir-faire pour travailler avec tous ces gens. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est être ancré tout en étant ambitieux. C'est un business qui fait du social, c'est une ONG qui bosse d'une façon comme une entreprise. C'est ça les modèles de demain. Une précision importante sur la structure juridique de TBSE. Donc TBSE et d'autres organisations ont bataillé à Madagascar pour la création d'un statut juridique d'entreprise sociale officielle, pour que ça existe à Madagascar. Mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas abouti. Du coup, ils ont adopté ce modèle hybride, une SARL pour les activités commerciales, donc qui va porter tout ce qui est agribusiness, les revenus marchands comme la pisciculture qu'ils développent aussi et autres activités génératrices de revenus. Et une ONG pour tout ce qui est subvention, conservation, partenariat avec des fondations. Donc ce sont deux entités mais une seule vision, un seul modèle qui est donc hybride et je pense qu'il pourrait en inspirer certains. En tout cas, si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Bon, revenons maintenant au plus important. Les résultats. Quels sont-ils aujourd'hui? Et déjà, avant, comprenons quand même sur quelle échelle de temps nous sommes et quelle est la différence entre un reboisement et la restauration écologique. Une forêt, c'est composé de plusieurs espèces. C'est ça la grande différence aussi. La forêt à Madagascar, c'est très riche. Les écosystèmes forestiers, c'est des milliers d'espèces. Et la croissance, c'est pas pareil, une espèce à l'autre. Donc c'est différent. Normalement, la restauration, ça commence avec des espèces qu'on appelle les espèces pionnières. On commence avec ça, et puis on remplace avec les espèces intermédiaires, et puis les espèces forestières. Donc les espèces pionnières, ça dure à peu près, environ, ça dépend des espèces, mais de 2 à 5 ans. Et puis il va mourir, et puis remplacé par d'autres espèces. Donc il prépare les microclimats. Et les espèces intermédiaires s'installent normalement, c'est naturellement, pas la peine de planter, mais avec le vent ou avec l'ambiance qui a été créée par les espèces pionnières, donc ils s'installent naturellement, normalement. Mais pour accélérer donc, ce processus, parce que ça prend des centaines d'années, donc pour accélérer ça, donc on a besoin de l'intervention humaine. Et c'est ça qu'on a fait actuellement, que des fois on mélange déjà des espèces pionnières et des espèces intermédiaires pour avoir disons 5 ans. Et il y a déjà des espèces plus ou moins intermédiaires qui s'installent déjà avec les espèces pionnières. Une ambiance forestière, c'est une centaine d'années. Mais si on commence avec les espèces pionnières et les espèces intermédiaires et ça arrive à une vingtaine d'années, c'est déjà quelque chose qu'on peut voir qu'une broussaille de forêt et ça va continuer naturellement. Ce n'est pas nécessaire d'intervention, sauf que la lutte contre le feu, la coupe, tout ça, mais sinon, ça va se régénérer naturellement. D'accord. Donc, grosso modo, il faut compter à peu près 20 ans d'intervention humaine avant de pouvoir relaisser la nature. Oui, et c'est pourquoi que le contrat, par exemple, avec Ecosia, c'est une 20 ans. En total, on arrive à planter autour de 5 millions d'arbres. 4 millions, ce sont des espèces d'arbres autochtones. Mais le reste, environ 1 million et quelques, c'est les espèces à croissance rapide. C'est en dehors de les protéger, mais c'est pour satisfaire les besoins en bois des communautés locales. Donc c'est éparpillé dans les différents fuktan, 14 fuktan en fait. À chaque fin de plantation, il y a un suivi directement pour voir combien de plantules a été sorti de la pépinière et puis envoyé directement dans la zone de plantation. Il y a un suivi une année après. C'est pour voir la croissance des plantules, combien ont survécu et tout ça. Après 1 an, il y a aussi un suivi après 3 ans et puis après 5 ans. Par rapport à Ecosia, un de nos bailleurs, donc un contrat de 20 ans,
pour suivre vraiment par rapport aux plantules qu'on a déjà mis en terre, c'est suivre leur évolution, combien d'entre elles va arriver jusqu'à être un arbre un jour. Par rapport à ça, il y a différentes méthodes qu'on utilise. La méthode qui a été recommandée par eux, c'est l'utilisation d'une application ODK Collect. Donc c'est à partir de cette application qui est reliée directement à leur serveur dans un dashboard qu'ils ont chez eux. Donc on fait le comptage à partir de cela et ça arrive directement chez eux. Donc, résumons. 5 millions d'arbres sur 5 ans, donc 4 millions d'espèces autochtones, parce que c'est l'objectif effectivement de la restauration écologique, donc restaurer ce qui se trouvait là. Et 1 million d'arbres à croissance rapide pour anticiper les besoins, par exemple la production de charbon. On va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas dans la vraie forêt que les communautés locales vont se servir. Donc ça nous fait une moyenne de 1 million d'arbres par an qu'ils ont réussi à planter. 1 million par an, on n'est pas sur un record pour TBSE, on est sur un rythme de croisière. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que sur place, on voit les pépinières, on voit les foxholes, on voit les boutures, etc. Mais tout ça, c'est aussi suivi par une application sous le contrôle de TGBS et de Ecosia, qui leur permet justement, pour Ecosia, de vous afficher, vous, en tant qu'utilisateur, un compteur en temps réel. Donc le TGBS, the Global Biodiversity Standards, c'est vraiment comme son nom l'indique, un standard dans le milieu, tout simplement. Une proposition de Global Biodiversity Standard. Est-ce que TBSE est intéressé d'être certifié, un certificat international pour les sites d'Ambatsurungurung? Mais il y a plusieurs critères aussi là-dedans à suivre et c'est très strict et sévère le suivi des critères. Nous avons un contrat avec Ecosia, mais TGBS, le Global Biodiversity Standard, aussi a un contrat avec Ecosia pour l'audit périodique à TBC. Donc il vient ici, il fait l'audit, il fait les rapports indépendants à Ecosia, mais il fait des rapports aussi à nous, les recommandations à nous. Il faut comment améliorer ça. C'est intéressant pour Madagascar surtout. Pourquoi très intéressant? Parce que les chercheurs étrangers s'intéressent à nous, ce que TBC a fait. Et nous aussi, on est très partants pour continuer la recherche. Donc voilà, TGBS, c'est un indicateur de plus pour mesurer le sérieux de nos chercheurs entrepreneurs. C'est pas n'importe qui et ça demande du boulot pour assurer de compléter tous leurs critères. Et pour la faire courte, on pourrait dire, je pense que c'est un peu la ISO 9001, mais pour les ONG et boîtes environnementales. Je pense que vous le sentez depuis le début de cette vidéo, TBSE c'est vraiment une entreprise collaborative. Et je trouve que ce qui est vraiment intéressant dans ce modèle, c'est qu'il s'inspire peut-être un peu de la nature où finalement les plus belles plantes se développent là où il y a le plus de coopération. Et ceux qui s'y connaissent un peu en permaculture comprendront mon point. TBSE ne peut pas faire tout, mais on a essayé de coordonner. Donc il y a des partenaires pour la conservation, comme Colonzo, les patrouilles, tout ça. Il y a des partenaires pour la recherche, et il y a des partenaires pour nous aider à sauver, comme Conservation Analyse est là aussi. Et il y a des partenaires, comme je dis, de recherche approfondie, appliquée sur ce qu'on fait ou ce qu'on a développé. Donc, la discussion avec les nouveaux bailleurs, les nouveaux clients, les nouveaux partenaires, c'est intéressant. Nous, on a besoin encore beaucoup plus de partenaires, surtout dans les axes d'activités génératrices de revenus. Que de petits bailleurs ou de grands de subventions, c'est important pour nous. On aimerait travailler avec des partenaires qui aiment ce genre de modèle. Pourquoi je dis ce genre de modèle? Parce que assez souvent, avant longtemps, des bailleurs ne financent que les ONG. Mais actuellement, ça change. Donc, disons par exemple, Ecosia, c'est vrai que c'est la première entreprise SARL financée par Ecosia. Mais assez souvent, ce sont des associations, des ONG. L'entreprise est toujours très ouverte aux collaborations, même si elle ne concernerait pas forcément des subventions directement. Alors, j'aurais pas eu le temps d'aborder tous les sujets sur TBSE. Il y a tellement de choses à dire.
Mais ce que je retiens par-dessus tout dans cette histoire, c'est que la recherche et le développement, ils se font vraiment au cœur du terroir. Les idées les plus innovantes ne viennent pas forcément de l'extérieur. Elles émergent du terrain, elles sont portées par des équipes locales et il y a une vraie collaboration avec des chercheurs du monde entier qui viennent sur ce site, mais il n'y a aucun assistanat. C'est un partenariat réel, complémentaire, d'égal à égal. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager. Et si vous vous demandiez, moi c'est Elsa de Pépita. Revenue à Madagascar, je suis là pour raconter ces pépites qui construisent le pays de demain. Parce que je crois que ça compte tout autant pour transformer un pays.